Bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de voixpoétique.com. Je suis votre hôte, David, et aujourd'hui nous allons explorer une question aussi intime qu'universelle. Qu'est-ce qui fait un poète ? Cette interrogation me tient particulièrement à cœur car elle s'incarne dans l'histoire de mon père, Jean-Claude Hubert, passionné de poésie et qui nous a quittés alors que je n'avais que 4 ans. En 1982. Depuis la moitié d'année 2024, vous êtes des centaines, tous les jours, à écouter mes podcasts ou à me lire sur voixpoétique.com. Ceci est troublant de savoir que des centaines d'hommes et de femmes, chaque jour, se laissent bercer par la mélodie de mes mots, transposent dans leur propre vie mes concepts et mes angles de vue. Je suis un poète, un écrivain, qui a pu, grâce aux moyens modernes, se donner seul de la voix. Et celle-ci a pris dans les yeux et les oreilles des passagers de mon train poétique. Cela n'est pourtant pas le cas de tous les poètes. Certains sont restés de parfaits inconnus. Certains n'ont peut-être même écrit que 2 ou 3 poèmes. Pas de quoi faire un recueil ou un site comme je l'ai fait, avec des centaines de poèmes, de pensées et d'articles. Et pourtant, la poésie était bien là, dans leur vie. Il y a quelque chose de profondément troublant à découvrir la poésie de quelqu'un que l'on a à peine connu. Mon père était-il poète ? Cette question me hante depuis que j'ai retrouvé ses écrits, quelques fragments de lui-même qu'il a laissés derrière lui comme autant de fenêtres ouvertes sur son âme. Aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial, je ne vais pas vous retracer l'histoire de mon père, que j'aurais d'ailleurs moi-même du mal à vous narrer, mais je vais vous proposer d'explorer ensemble ces questions fondamentales que lui-même nous a porté, malgré lui, du fin fond des années 70. Qu'est-ce qui définit un poète ? Est-ce l'écriture d'un seul poème, de plusieurs, d'un recueil entier ? Où commence la poésie ? Où finit-elle ? Comment la reconnaît-on ? Et surtout, comment honorer la mémoire de ceux qui ont écrit, même dans l'ombre, même sans reconnaissance ? À la fin de cet épisode, je vais vous offrir le seul poème qui m'est revenu par ma mère, étant écrit pour elle. En vérité, il y en avait un autre, un poème qu'il a écrit sur sa maladie, mais c'est un poème que j'ai eu l'occasion de lire très jeune et qui maintenant a disparu. Quand on perd un parent très jeune, on grandit avec des fantômes. Des fragments de mémoire, des récits rapportés, des objets qui parlent à notre place. Pour moi, la poésie de mon père est devenue l'un de ces objets parlants. Chaque vers retrouvé est un morceau de lui que je n'ai jamais vraiment connu. Je me souviens aussi également, parlant d'objets, de ce livre, cet exemplaire de Baudelaire, Des Fleurs du Mal, qui m'a été transmis et qui lui appartenait. Certainement le premier ouvrage qui, très jeune, vers mes 10-12 ans, m'a fait connaître réellement et profondément la poésie. Jean-Claude Hubert n'était pas un poète publié. Il n'a jamais eu de recueil édité, jamais donné de lecture publique, jamais reçu de prix littéraire. Était-il pour autant moins poète que ceux qui ont connu la gloire des librairies et des scènes ? Cette question nous amène directement au cœur de notre réflexion d'aujourd'hui. La poésie, avant d'être un art public, est d'abord un art intime. Elle naît dans le secret des chambres,
dans la solitude des promenades, dans l'émotion pure qui cherche sa forme. Mon père écrivait-il pour être lu, pour être reconnu, ou simplement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement? Quand je regarde ses écrits, je vois une écriture appliquée, presque scolaire, pas de rature, pas de correction apparente, comme s'il avait longuement mûri chaque vers avant de le coucher sur le papier. Cette patience, cette attention portée à la forme, n'est-ce pas déjà là une marque du poète? Alors, combien de poèmes faut-il écrire pour être poète? Cette question peut sembler triviale, mais elle soulève en réalité des enjeux profonds sur la nature même de l'art poétique. Dans nos sociétés contemporaines, obsédées par la quantification et la productivité, nous avons tendance à mesurer la valeur artistique à l'aune de la production. Un vrai poète, pense-t-on souvent, doit avoir écrit de nombreux poèmes, publié plusieurs recueils, construit une œuvre. Mais cette vision ne résiste pas à l'examen, j'en suis désolé. L'histoire littéraire nous offre de nombreux contre-exemples. On peut penser par exemple à Arthur Rimbaud, qui a cessé d'écrire de la poésie à 20 ans. Pensons également à une poétesse qui me touche énormément, Emily Dickinson, qui n'a publié qu'une poignée de poèmes de son vivant. Pensons à tous ces poètes qui n'ont laissé qu'un seul texte, mais d'une beauté telle qu'il traverse les siècles. La poésie n'est pas affaire de quantité, mais de qualité, d'authenticité, de nécessité intérieure. Un seul poème peut contenir toute l'âme d'un être humain. Un seul vers peut révéler une vision du monde, une philosophie, une façon unique d'appréhender l'existence. Mais alors, mon père, était-il conscient de cette dimension? Écrivait-il en pensant à la postérité, ou simplement pour donner forme à ses émotions? Je ne le saurai jamais, même si j'ai plus ou moins la réponse. Et c'est certainement la deuxième version que je viens de vous citer, qui a été le but de son écriture. Mais, au fond, peu importe. Car la poésie n'attend pas notre permission pour exister. Elle surgit là où elle veut, quand elle veut, chez qui elle veut. Où se situe la poésie? Cette question géographique et métaphysique mérite qu'on s'y attarde. La poésie habite-t-elle seulement dans les recueils estampillés « Poésie » dans les librairies? Vit-elle uniquement dans les vers mesurés, les rimes savantes, les métaphores recherchées? La réponse est évidemment non. La poésie déborde de tous les cadres qu'on veut lui imposer. Elle se niche dans une chanson populaire, dans un graffiti sur un mur, dans une lettre d'amour, dans un journal intime. Elle surgit parfois dans une conversation, dans un cri, dans un silence. Mon père écrivait-il de la poésie quand il rédigeait ses lettres, quand il racontait des histoires, quand il parlait, peut-être, de ses voyages? Je l'ignore, mais j'aime à penser que la poésie irriguait toute sa parole, toute sa vision du monde. La poésie contemporaine a d'ailleurs explosé les frontières traditionnelles. Le slam, la poésie sonore, la poésie numérique, la poésie performative, autant de formes nouvelles qui questionnent nos définitions établies. Un slammer qui improvise sur scène est-il moins poète qu'un alexandriniste qui cisèle ses vers dans le silence de son bureau? Cette diversité des formes nous ramène à une question essentielle. Qu'est-ce qui fait l'essence de la poésie? N'est-ce pas d'abord
une certaine manière de regarder le monde, de le sentir, de le transformer par le langage? N'est-ce pas cette capacité à créer du sens, de la beauté, de l'émotion par l'agencement des mots? Et comment reconnaît-on la poésie? Cette question me hante depuis que j'ai découvert les écrits de mon père. Comment savoir si ce qu'il a écrit relève véritablement de l'art poétique? Ou s'agit-il simplement d'exercices d'écriture, de tentatives sans grande valeur, autre que celui de communiquer, de transmettre à celui qui le lira, et donc très peu de personnes? La réponse n'est vraiment pas simple. Elle implique de dépasser nos préjugés sur ce que doit être la poésie. Car la poésie authentique ne se reconnaît pas à ses atours, mais à sa capacité à nous toucher, à nous émouvoir, à nous faire voir le monde différemment. Un poème peut être techniquement imparfait et néanmoins profondément émouvant. Il peut ne pas respecter les règles de la versification classique et pourtant porter une vérité qui nous bouleverse. À l'inverse, un texte techniquement parfait peut nous laisser de marbre s'il ne porte aucune émotion réelle et sincère. À mes yeux, la poésie de mon père porte cette sincérité. Elle parle de voyage, d'amour, de nostalgie avec une simplicité qui n'exclut pas la profondeur. Elle use d'images familières pour dire des choses universelles. Et n'est-ce pas là une définition possible de la poésie? Il y a dans l'écriture de mon père quelque chose qui m'a frappé. Cette capacité à transformer son quotidien en poésie. Ses poèmes ne parlent pas de grands événements historiques, de passions dévastatrices ou de visions mystiques. Ils parlent de choses très simples, d'une rencontre, de paysages qui lui sont familiers. Cette poésie du quotidien est peut-être l'une des plus difficiles, à mon sens, à écrire, car elle demande de savoir voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, de révéler la beauté cachée des choses simples. Elle exige une forme d'humilité aussi, accepter que la poésie ne soit pas toujours grandiose, qu'elle puisse être modeste, discrète, presque invisible. Avait-il conscience de cette dimension? Savait-il que, en écrivant, il allait toucher à quelque chose d'universel? Que ses impressions, ses sensations pouvaient résonner chez d'autres des années plus tard? Je ne le pense pas, je ne le sais pas, et c'est peut-être cela qui rend sa poésie si attachante, cette innocence, cette spontanéité, et finalement, cette absence de calcul. La poésie authentique jaillit souvent là où on ne l'attend pas. Elle surgit de l'émotion pure, sans préméditation, sans volonté de faire œuvre. Elle est d'abord un cri, un élan, un besoin de dire quelque chose qui ne peut pas être dit autrement. Qu'est-ce qu'un héritage poétique? Là encore, c'est une question qui me préoccupe, et notamment depuis que j'ai lu ce premier poème de mon père très jeune, et celui que je vais vous partager là en fin d'épisode dans un instant, parce que il ne s'agit pas seulement de texte, mais d'une vision d'un monde, de son monde, d'une sensibilité et finalement d'une manière d'être au monde. Je pense que mon père m'a légué plus que ses poèmes ou son recueil de Baudelaire. Il m'a transmis sans le savoir, sans le vouloir, même peut-être, le goût des mots. L'amour de la belle langue,
la capacité à m'émouvoir devant un paysage ou une rencontre. Cet héritage invisible est peut-être plus précieux que tous les recueils qui ont pu être publiés dans le monde. Combien de poètes méconnus ont ainsi influencé leurs descendants, leurs proches, leurs contemporains, sans jamais le savoir? Combien d'œuvres n'ont jamais vu le jour, mais ont néanmoins fécondé d'autres âmes, d'autres sensibilités? La poésie ne se mesure pas seulement à sa diffusion, à sa reconnaissance publique, elle se mesure aussi à sa capacité à transformer ceux qui l'approchent, à éveiller en eux la sensibilité poétique, le goût de la beauté, l'amour du langage. Et si elle ne doit toucher véritablement qu'une personne, alors cela vaut le coup d'écrire. Y a-t-il une nécessité à écrire de la poésie? Eh bien, cette question traverse toute l'histoire littéraire. Pourquoi certains êtres humains éprouvent-ils le besoin irrépressible de transformer leur expérience du monde en langage poétique? Mon père appartenait-il à cette catégorie d'êtres pour qui la poésie n'est pas un loisir, mais une nécessité? Je ne peux que le supposer, vous l'aurez compris. Mais quand je regarde, ne serait-ce qu'un seul poème comme celui que je vais vous partager, quand je vois le soin apporté à chaque mot, la recherche évidente de la justesse d'expression, je devine cette nécessité intérieure. La poésie authentique naît toujours d'une urgence. L'urgence de dire quelque chose qui ne peut pas être dit autrement. L'urgence de fixer une émotion fugace. L'urgence de donner forme à l'informable. Et cette urgence ne se commande pas. Elle s'impose à nous, nous traverse, nous transforme. Peut-être est-ce cela qui distingue le vrai poète de l'amateur éclairé. Cette nécessité intérieure, cette impossibilité de faire autrement. Non pas le talent seul, non pas la technique seule, mais cette force qui pousse à écrire, coûte que coûte, reconnu ou non, publié ou non. La poésie, c'est pour moi un art solitaire. Le poète écrit seul, face à sa page blanche, face à ses émotions, face à ses mots. Cette solitude n'est pas seulement pratique, elle est existentielle. Car la poésie demande une forme d'isolement, de retrait du monde, pour mieux le saisir et le transfigurer. Mon père connaissait-il cette solitude? Vivait-il ces moments d'isolement nécessaires à la création? Je l'imagine. Le soir, après sa journée de travail, prenant sa plume pour coucher sur le papier les impressions d'une journée passée, les émotions qui l'habitaient, les images qui l'avaient frappé. Et cette solitude du poète n'est pas vide. Elle est peuplée de tous les mots possibles, de toutes les images potentielles, de tous les rythmes imaginables. Elle est le laboratoire secret où s'élabore l'œuvre, où se cristallise la vision poétique. Mais cette solitude a aussi ses dangers. Elle peut devenir enfermement, repli sur soi, coupure avec le monde. Le poète doit sans cesse naviguer entre ces deux écueils, la nécessaire solitude créatrice et l'indispensable lien avec les autres, avec la vie. Comment se transmet la poésie? Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu mon père écrire. Aucun souvenir de conversation sur la poésie entre nous. Bien sûr, j'avais 4 ans.
J'étais bien trop jeune quand il est mort, et pour qu'il puisse me transmettre consciemment son amour des mots. Et pourtant, quelque chose s'est transmis. Pour le reste de ma famille, il n'y a jamais eu d'intérêt spécifique pour la poésie. Je pense être le seul. Ce goût pour la langue, cette sensibilité au rythme des phrases, cette capacité à m'émouvoir devant un beau texte, comment expliquer cette transmission invisible, cette filiation secrète? La poésie se transmet parfois par des voix qui sont vraiment mystérieuses. Un regard, une intonation, une manière de dire les choses suffisent parfois à éveiller la fibre poétique chez un enfant. La poésie est contagieuse, elle se communique par osmose, par imprégnation. Mon père m'a peut-être transmis sa sensibilité poétique sans le savoir, sans le vouloir, par sa manière de parler, de raconter, de regarder le monde quand il me murmurait dans le creux de l'oreille. Cette transmission, inconsciente, est peut-être la plus précieuse, car elle ne passe pas par l'intellect, mais par l'émotion pure. Alors, faut-il être reconnu de son vivant pour être estampillé poète? Cette question prend une résonance, particulière quand il s'agit de mon père, mort sans avoir jamais rien publié, sans avoir jamais été lu par d'autres personnes que ses proches, voire même ses très proches. Et l'histoire littéraire nous montre que la reconnaissance posthume n'est pas rare. Combien de poètes ignorés de leur vivant sont aujourd'hui considérés comme des maîtres? Combien d'œuvres, refusées par des éditeurs de leur époque, sont aujourd'hui des classiques? Cette reconnaissance tardive pose une question qui est à mon sens troublante. La valeur poétique est-elle intrinsèque au texte, ou dépend-elle du regard que la société porte sur lui? Un poème est-il beau en soi, ou seulement quand quelqu'un le reconnaît comme tel? Je préfère penser que la beauté poétique existe indépendamment de la reconnaissance qu'elle reçoit. Que les poèmes de mon père étaient beaux dès l'instant où il les a écrits, même si personne ne les lisait. Que leur valeur ne dépend pas de leur diffusion, mais de leur authenticité, comme je vous le disais tout à l'heure. L'écriture est-elle une forme de mémoire? Cette question me hante également, car ces poèmes, par exemple, ce poème, celui que je vais vous lire tout à l'heure, est à peu près tout ce qui me reste de lui, de physique à l'écrit. Les seules traces tangibles de sa pensée, de sa sensibilité et de sa vision du monde. En écrivant, mon père s'est-il douté qu'il léguait ainsi une partie de lui-même à la postérité? Ou écrivait-il simplement pour fixer ses impressions sans penser à l'avenir? Peu importe au final, car l'écriture, par sa nature même, est mémoire. Chaque poème est une capsule temporelle qui préserve un moment, une émotion, une vision. En écrivant, nous nous offrons une forme d'éternité. Nous nous permettons de survivre à notre propre mort, de continuer à parler quand nous ne serons plus là. Cette dimension testamentaire de l'écriture donne une responsabilité particulière au poète, car il ne sait jamais qui lira ses textes, quand et dans quelles circonstances. Il écrit pour des lecteurs inconnus, pour des époques futures, pour des sensibilités qu'il ne peut pas imaginer. Et c'est un peu tout le sens et le but de mon partage sur voixpoétique.com. La poésie est-elle un langage universel?
Eh bien, cette question prend tout son sens quand on découvre les écrits de quelqu'un qu'on n'a pas vraiment connu. Parce que la poésie de mon père me parle, elle me touche, me fait comprendre qui il était, alors que je n'ai presque aucun souvenir de lui. Il y a dans la poésie authentique quelque chose qui transcende les époques, les cultures, les expériences individuelles. Un poème écrit il y a 40 ans peut résonner aujourd'hui avec la même force qu'au moment de sa création. C'est le miracle purement de l'art poétique. Cette universalité de la poésie tient peut-être à sa capacité à toucher aux émotions fondamentales de l'être humain. L'amour, la perte, la beauté, la nostalgie, l'espoir. Ces sentiments traversent les siècles et les frontières. Ils nous unissent par-delà nos différences. Mon père, en écrivant cet instant, ce moment vécu avec ma mère, et sur leurs émotions, ses émotions, touchait à cet universel. Il ne le savait peut-être pas, mais il participait à cette grande conversation poétique qui unit tous les êtres humains sensibles à la beauté du monde. Quel rapport la poésie entretient-elle avec le temps ? Ça, c'est un point qui me fascine depuis que j'ai découvert ces textes, et les textes des poètes que nous connaissons, des poètes anciens. Car, concernant mon père, ces poèmes écrits dans les années 60, 70, voire peut-être même pour celui que j'ai lu plus jeune, 80, parlent encore aujourd'hui. Ils ont traversé les décennies sans perdre une once de leur pouvoir d'émotion. Voilà que la poésie a cette capacité unique de suspendre le temps, de créer des bulles d'éternité dans le flux de l'existence. Un poème peut figer un instant, une sensation, une émotion, et les rendre présents à jamais. C'est ce que fait la poésie de mon père. Elle rend présent un temps qui est pourtant révolu. Mais la poésie n'est pas, à mon sens, seulement une conservation du passé. Elle est aussi ouverture vers l'avenir, car chaque lecture d'un poème est une renaissance, une réactualisation de l'émotion première. Le poème vit, respire, se transforme à chaque rencontre avec un nouveau lecteur. Cette dimension temporelle de la poésie explique peut-être pourquoi elle survit à ses créateurs, car elle ne leur appartient plus entièrement dès l'instant où elle est écrite. Elle devient patrimoine commun, bien partagé, source d'émotion pour tous ceux qui sauront l'accueillir. Mais alors, la poésie est-elle nécessairement intime ? Beaucoup de textes révèlent une intimité que je n'ai jamais connue, une face cachée d'une personnalité que sa mort prématurée m'a finalement interdit de connaître. Il y a dans l'acte d'écrire de la poésie quelque chose de profondément personnel, de secret presque. Le poète se dévoile, se livre, se met à nu devant sa page blanche, comme je vous le disais tout à l'heure. Il révèle ses émotions les plus profondes, ses rêves les plus cachés, ses peurs les plus intimes. Cette intimité de la poésie crée un lien particulier entre le poète et son lecteur. Car lire un poème, c'est pénétrer dans l'intimité de celui qui l'a écrit. C'est partager ses émotions, ses visions, ses secrets. C'est établir une communication directe d'âme à âme. En lisant les poèmes de mon père, je découvre un homme que je n'ai jamais connu. Je découvre sa sensibilité, sa poésie intérieure, sa manière unique de voir le monde. Et cette rencontre posthume est troublante, émouvante, irremplaçable.
La poésie peut-elle être une forme de résistance? Cette question peut sembler étrange, appliquée au texte que je vais vous lire dans un instant, qui ne parle que d'émotions et d'un instant partagé. Mais la résistance poétique ne passe pas toujours par la révolte explicite ou la dénonciation politique. Il y a dans le simple fait d'écrire de la poésie une forme de résistance pour moi. Une résistance à l'utilitarisme ambiant, une résistance à la vulgarité du monde, une résistance à l'oubli et à l'insignifiance. En écrivant, le poète affirme que la beauté existe, que l'émotion compte, que les mots ont un pouvoir. Alors, mon père, en écrivant ses poèmes, résistait peut-être à sa manière. Il refusait que ses émotions, ses impressions, ses visions disparaissent dans le flux du quotidien. Il cherchait à les fixer. Il leur donnait une forme, une permanence, une dignité. Et n'est-ce pas là une forme de résistance? Cette résistance poétique est d'autant plus précieuse qu'elle est discrète, presque invisible. Elle ne fait pas de bruit et ne revendique rien, ne milite pour aucune cause. Elle se contente d'exister, de témoigner, de préserver la beauté du monde contre toutes les forces qui voudraient l'anéantir. Il y a une question que je me suis souvent posée. Peut-on parler de poésie sans parler d'amour? Cette question me vient naturellement à l'esprit quand je lis un texte comme celui de mon père, car il y a dans son poème une tendresse, une douceur, une capacité d'émotion qui parle d'amour. Amour de la vie, amour des paysages, amour des rencontres, amour des mots aussi, car on ne peut pas écrire de la poésie sans aimer profondément le langage, sans être sensible à sa musique, à sa beauté, à son pouvoir d'évocation. Mon père aimait-il écrire? Cette question pourrait sembler naïve, mais elle est pourtant, pour moi, fondamentale, car la poésie authentique ne peut naître que de l'amour. Amour de l'acte d'écrire, amour de la recherche du mot juste, amour de la beauté qui naît de l'assemblage des mots. Cette dimension amoureuse de la poésie explique peut-être pourquoi elle touche tant ceux qui la lisent, car l'amour appelle l'amour, la beauté appelle la beauté, l'émotion appelle l'émotion. En écrivant avec amour, le poète éveille l'amour chez son lecteur. Alors, peut-on parler de poésie sans évoquer la mort? Non pas que je place la mort comme un contraire de l'amour, puisque je viens de poser la question concernant l'amour, mais dans le déroulé de tout ce que je vous ai expliqué, cette question s'impose naturellement quand on découvre les écrits de quelqu'un qui n'est plus là. Car la poésie entretient avec la mort un rapport très complexe, fait à la fois de fascination et de résistance. La mort donne à la poésie une résonance particulière. Elle transforme les mots en testament, les images en souvenirs, les émotions en legs. Ce qui était simple expression personnelle devient patrimoine, héritage, mémoire. Mon père, en écrivant, luttait-il contre la mort? Alors il y a le poème que je vais vous partager sur lequel, à mon avis, je vous répondrai que je ne le pense pas. Il y a un autre poème que je ne pourrais pas vous lire, que je vous ai cité en début d'épisode, où il écrivait sur sa maladie, qui là, par contre, était certainement le mélange exact que je viens de vous évoquer, une forme de fascination et de lutte, à la fois contre la mort. Mais là, pour celui-ci, il écrivait simplement pour fixer ses impressions, pour donner forme à ses émotions. Mais sans le savoir, il créait les conditions de sa propre survie.
Car tant que ces mots seront lus, une part de lui continuera à vivre. Et cet épisode en est l'exemple complet. Cette victoire de la poésie sur la mort n'est pas métaphorique, elle est réelle, concrète, tangible, car les mots ont ce pouvoir unique de rendre présent ce qui est absent, de faire vivre ce qui est mort et de perpétuer ce qui devrait disparaître. Alors je vais maintenant conclure cet épisode de podcast qui est déjà très long, on est déjà à 35 minutes, par une question très importante. Qu'est-ce qui fait un poète ? Au terme de cette longue réflexion, je crois pouvoir affirmer que ce n'est ni la quantité des œuvres, ni leur qualité technique, ni leur reconnaissance publique, c'est cette capacité unique à transformer l'expérience humaine en langage poétique, à créer de la beauté avec des mots, à toucher les âmes par la justesse de l'expression. Mon père était-il un poète ? Oui, sans aucun doute. Non pas parce qu'il a écrit beaucoup, non pas parce qu'il a été publié, mais parce qu'il avait cette sensibilité particulière qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui sait voir dans un moment simple la matière d'un poème. La poésie ne demande pas la permission d'exister. Elle surgit là où elle trouve une âme prête à l'accueillir, un cœur capable de s'émouvoir, des mots capables de dire l'indicible. Mon père possédait cette triple capacité. Il était poète par essence, par nécessité intérieure, par cette incapacité à regarder le monde sans le transfigurer. Aujourd'hui, en partageant ses écrits, son écrit présentement, je ne fais que rendre visible ce qui était déjà là, cette flamme poétique qui l'habitait, cette manière unique de voir et de dire le monde. Car la poésie n'appartient pas qu'aux poètes reconnus, elle appartient à tous ceux qui savent s'émouvoir et transformer cette émotion en mots. Pour terminer cet épisode, je vais vous offrir, comme je vous l'avais dit, la lecture de l'un des poèmes de mon père, Jean-Claude Hubert. Ce texte, il l'a écrit le 12 août 1977. Vous pourrez le voir, je mets la photo du poème en illustration de ce poème sur voixpoétique.com. Et il illustre parfaitement ce dont nous avons parlé aujourd'hui, cette capacité à transformer l'intime en universel, le personnel en poétique. Mon amour, te souviens-tu cet après-midi d'hiver ? Le ciel sombre diffusait une pâle lumière. Nos haleines tissaient un grand rideau de buée, dissimulant au monde notre premier baiser. Les choses qui se ressemblent, ensemble se marient. Elles se donnent tout entière corps et âme pour la vie. Ma main, la première à ta main, s'est liée. Puis, ma bouche à ta bouche pour toujours s'est donnée. Alors, deux vieux amants se séparèrent déjà. Ma main quitta la tienne pour parcourir ton corps. Et l'époux infidèle, le sachant loin là-bas, la trompant sur ta peau, dans chacun de ses pores, elle s'enfuit à son tour, provoquant le plaisir. Et ses ongles dans ma chair, si gorgés de désir. Je me rappelle, le vent soufflait. Il faisait froid. Mais quelle douleur dans ces baisers et quelle douceur. Nous étions beaux, seuls et invincibles, toi et moi. Et de cette heure est né un siècle de bonheur. Voilà. Ces mots, écrits il y a près de 50 ans, par un homme qui ne savait pas qu'il serait un jour lu et entendu par des milliers d'inconnus, portent en eux toute la beauté et toute la vérité de la poésie authentique. Ils parlent d'amour, avec une sincérité qui transcende le temps, d'intimité avec une pudeur qui n'exclut pas la passion. Mon père était poète, non pas parce que je le décrète,
non pas parce que ses vers sont parfaits techniquement, mais parce qu'ils portent cette charge émotionnelle, cette vérité humaine, cette beauté simple qui caractérise la vraie poésie. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la question poétique. Merci d'avoir écouté ces mots de mon père, de leur avoir donné vie par votre attention. Car c'est peut-être cela, au final, qui fait un poète. Non pas seulement celui qui écrit, mais aussi ceux qui lisent, qui écoutent, qui se laissent toucher par la beauté des mots. La poésie de Jean-Claude Hubert continue à vivre. Elle vit dans ses lignes, elle vit dans votre écoute, elle vit dans l'émotion qu'elle peut encore susciter. C'est là sa véritable victoire sur le temps et sur l'oubli. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que la poésie est absolument partout autour de nous, attendant simplement que nous sachions la voir et l'accueillir. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.